Bonjour tout le monde, mon nom c'est Eddy Magninde, étudiant à la maîtrise en génie de la production automatisée. Je vous présente aujourd'hui mon article qui s'intitule Détermination automatique de l'indice de Risset via l'extraction et la classification de caractéristiques à partir de radiographie EOS. Il faut dire que cet article a été fait en collaboration avec l'équipe de recherche du CHU Sainte-Justine, notamment Julie, Christian, Marjolaine, Soraya, Stéphane, Guy et Hubert. Comme co-auteur, il faut souligner également mon professeur Luc Dion du laboratoire d'imagerie interventionnelle. Commençons l'introduction par une mise en contexte en parlant de la SIA. Donc, qu'est-ce que la SIA? La SIA, scoliose idiopathique de l'adolescent, est une maladie caractérisée par la déformation de la colonne vertébrale qui peut affecter des enfants entre 10 et 16 ans. Donc ici, on parle essentiellement des adolescents. Et comme on peut le voir sur cette image, quand on ne prend pas des actions dans le cas de la SIA, le patient peut développer une forme assez grave de la maladie à 10 ans. Donc le patient présente une déformation assez légère de la colonne vertébrale. Ensuite, 4 ans plus tard, le même patient présente une forme très grave de la maladie avec en fait un visuel, donc comme on peut le voir ici, au niveau de son anatomie, au niveau de sa morphologie, qui peut être irréversible. Donc ici, on parle de très vite prendre des mesures pour pouvoir en fait corriger cette déformation par l'un ou l'autre des traitements disponibles. Donc la question en réalité, c'est comment on arrive à traiter cette maladie et quels sont les outils dont on dispose pour traiter cette maladie. Le médecin a à sa disposition deux métriques. Donc, premièrement, la langue de Cobb qui évalue la sévérité de la déformation. Donc, plus l'angle est élevé, plus la déformation est sévère. Et de l'autre côté, nous avons l'indice de Risser qui fait l'objet de cette étude, qui va de 0 à 5 et évalue la maturité osseuse. Donc, à quel point le patient est mature au niveau de sa croissance osseuse. Donc, à 0, nous avons une immaturité complète, alors qu'à 5, le patient est mature au niveau de sa croissance osseuse. Donc, ces deux métriques vont nous permettre, en fait, de décider du traitement à choisir pour le patient. Donc, au niveau des traitements, nous avons trois traitements possibles. Premièrement, une observation en clinique. Donc, le patient est suivi à chaque mois, donc vient à l'hôpital et puis le médecin prend des mesures dans le temps, donc on suit le patient dans le temps, ou un traitement par corset où le patient doit porter un corset pendant un certain temps, et finalement un traitement chirurgical qui va réparer la déformation par opération chirurgicale. Au vu de ces différentes considérations, on voit donc qu'il est très important pour le médecin de bien évaluer l'indice de Risser pour pouvoir prendre sa décision. Le médecin, en réalité, pour évaluer ces indices, va s'appuyer sur une observation visuelle de, des radiographies du patient pour pouvoir estimer à peu près c'est quoi l'indice de Risser, ce qui peut introduire des erreurs parce que le médecin peut avoir une mauvaise interprétation. Et non seulement ça, son collègue à côté peut avoir une interprétation différente de la sienne. Donc, c'est quoi la solution finalement pour pouvoir réduire ces erreurs d'interprétation? Donc, c'est également la problématique de notre étude. Et pour répondre à cette problématique, nous, on propose une approche, en fait, un modèle qui va, dans un premier temps, extraire les futurs des radiographies et dans un deuxième temps, les classifier pour pouvoir déterminer automatiquement l'indice de Risser. En ce qui concerne le matériel, nous avons collecté 540 données brutes. Donc ici, on parle de radiographie EOS, la vue frontale, donc sur 54 patients, sur 5 séances, avec deux images droite et gauche. Comme on peut le voir sur cette image, nous avons segmenté la radiographie en 6 sous-régions, droite et gauche. Donc à chaque fois, pour chacune des trois régions d'intérêt, donc les têtes humérales, nous avons une image de droite, une image de gauche. Les crêtes iliaques, une image de droite, une image de gauche. Ensuite, les têtes fémorales, une image de droite et une image de gauche. Chaque radiographie EOS a été annotée par un clinicien, donc pas par moi-même.
C'est vraiment un clinicien à l'hôpital qui les a annotés. Et on a donc l'attribution donc à chaque fois d'une classe de Risset parmi les 6 classes classiques. Donc on parle de Risset 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ensuite, à partir de ces 540 données brutes, nous obtenons 514 exemples qui vont être vraiment utilisés après nettoyage parce qu'on a dû supprimer des données aberrantes et même corriger certaines données qui n'avaient pas du sens du point de vue des annotations. Au niveau du pré-traitement qu'on va appliquer à ces images, on voit clairement qu'on a deux images, l'image de droite et l'image de gauche, qui vont rentrer en fait en ligne de compte dans nos exemples. Donc pour avoir une équivalence, on fait un flip horizontal pour avoir une équivalence entre l'image de gauche et puis l'image de droite. Donc ici, à la fin, on obtient deux images qui ont à peu près le même référentiel. Donc tout ça, c'est pour éviter des erreurs au niveau de l'extraction. Donc, à partir de ces exemples, nous avons ensuite fait une distribution des différents resserres. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on est passé de 6 classes à 4 classes pour pouvoir avoir plus de balancement dans les données parce qu'il y a moins de données disponibles pour certains resserres. Donc, en regroupant les resserres, on pourrait avoir une meilleure distribution de nos données. Nous avons également une stratégie d'échantillonnage ici qu'on va utiliser. C'est le Small Tomate qui va combiner en fait du sur-échantillonnage et du sous-échantillonnage. Donc ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'équilibre dans les données. Comme on le voit ici, les points bleus vont être en fait interpolés. Donc on aura plus de points bleus ici, mais en réalité c'est des points bleus qui sont proches des autres points bleus pour pouvoir avoir plus de données et avoir un certain équilibre en fait dans notre corpus. Au niveau des méthodes, nous avons d'une part l'extraction des features, donc des caractéristiques importantes de l'image, qui va être réalisée grâce à un CNN. Donc CNN, c'est un réseau neuronal convolutif. Ici, on a choisi l'architecture ResNet 101. Donc, très important, le réseau neuronal est déjà pré-entraîné. Donc, on a pris des images de la base de données ImageNet pour pouvoir avoir déjà des paramètres entraînés du modèle. Donc, à partir du réseau déjà entraîné, on aura en entrée notre image. Donc, ici, c'est l'image de droite et l'image de gauche qui vont rentrer directement en entrée dans notre modèle. On aura des couches successives de convolution. En réalité, comment il faut voir ces couches? C'est des opérations mathématiques qui vont nous permettre de réduire la dimension de l'image. Donc, on va passer de 600 à fois 600 pixels à un vecteur de finalement 24. Donc, ces couches successives vont nous aider à réduire en fait la taille des informations dans l'image et à retenir des informations les plus significatives, donc des patterns en fait dans l'image qui vont être stockés finalement dans un vecteur 1D. Du côté de la classification, on a choisi d'utiliser l'algorithme des machines à vecteurs de support, communément appelé SVM, et puis on va utiliser plus spécifiquement la fonction de base radiale, RBF, qui est en réalité une fonction qui nous donne beaucoup plus de flexibilité au niveau des lignes de séparation entre les différentes classes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les points bleus sont délimités des points rouges avec une frontière quand même assez, je vais dire, c'est limite, mais avec une fonction radiale. On arrive quand même à les séparer de façon un peu plus intelligente et un peu plus précise. Donc, cette fonction va être utilisée dans le cadre de notre étude. Donc, si je reviens ici, il y a deux paramètres très importants à entraîner. Il s'agit de gamma et puis de C. Donc, gamma, c'est vraiment par rapport à la forme de notre fonction radiale. Gamma va nous permettre de définir plus exactement c'est quoi le rayon de courbure en fait de ces petites oscillations qu'on voit ici à l'écran. Alors que la marge C va nous permettre d'ajuster la différence ici entre les deux classes. Donc, c'est quoi la distance qu'on peut tolérer entre les deux classes en fait distinctes. Pour entraîner ces deux paramètres gamma et C,
on va les faire varier dans un certain range d'intervalle et à chaque fois, on va évaluer finalement la précision, donc la précision de notre modèle après chaque itération. Donc à la fin, on va prendre le gamma et puis le C qui nous donne la meilleure précision. Pour finir l'évaluation, on va utiliser 80% des données pour entraîner le modèle et l'autre 20% va nous aider à évaluer donc le modèle en précision. On aura fait l'évaluation région d'intérêt par région d'intérêt. Donc ici, on parle des trois régions d'intérêt et on va comparer également notre modèle. Donc le modèle qu'on propose ici, on va le comparer avec un modèle qui a été déjà étudié précédemment. Il s'agit du modèle GLCM SVM. En réalité, ce modèle, c'est vraiment un modèle de base en termes d'extraction de futures. Euh, Ce modèle a été déjà étudié auparavant, donc on va essayer de voir est-ce que notre modèle qu'on propose apporte de meilleures précisions par rapport à ce modèle. Parlons maintenant des résultats qu'on a obtenus dans le cadre de cette étude. Donc, premièrement, nous avons ici le tableau des différentes précisions qu'on a obtenues par différentes régions d'intérêt. Donc, premièrement, les crêtes iliaques, au niveau de l'ancienne méthode, nous avons 71% au niveau de la précision globale, alors que notre modèle a présenté une précision de 73%. Au niveau des têtes humérales, on obtient 69% au niveau de l'ancien modèle proposé, alors que nous, notre modèle présente 79%. Et pour finir, au niveau des têtes fémorales, nous avons exactement 64% pour le modèle GLCM, alors que notre modèle avec le CNN pré-entraîné présente 73%. Donc ici, on voit clairement que pour chaque région d'intérêt, pris séparément, nous avons à chaque fois un meilleur score en termes de précision globale du modèle. Et également au niveau du temps de calcul, on s'est rendu compte que notre modèle prenait vraiment beaucoup moins de temps par rapport à un CNN classique. Donc un réseau neuronal qui doit être entraîné prend généralement beaucoup plus de temps, donc plusieurs itérations, et ça demande beaucoup de temps de calcul. Donc nous, notre modèle ne présente pas cette limitation parce que les features sont extraites une fois et après le modèle SVM est assez rapide à entraîner. Nous avons décidé de faire en fait une représentation graphique de la matrice de confusion. Donc ici, comme on le voit, plus on tire vers le jaune, plus on est en accord avec la valeur réelle, en fait, la valeur qu'on a annotée en clinique. Donc ici, nous avons les valeurs prédites versus les valeurs annotées. Donc on peut voir en fait que à chaque fois, donc au niveau des crêtes iliaques, on a beaucoup plus de jaune au niveau de la diagonale, ce qui voudrait dire en fait qu'on est plus en accord avec les valeurs à noter en clinique, aussi bien pour les crêtes iliaques que pour les têtes humérales et finalement pour les têtes fémorales. La région d'intérêt qui semble vraiment montrer cette différence, c'est les têtes humérales où on peut voir clairement qu'il y a beaucoup plus de jaune ici au niveau de la diagonale. Pour conclure, nous pouvons dire que le modèle proposé dans le cadre de cette étude, donc la première partie, le réseau neuronal convolutif pré-entraîné pour extraire les features et ensuite le classificateur SVM va permettre finalement d'augmenter et d'améliorer significativement les performances pour la détermination de l'indice de Risser, notamment au niveau de la précision, au niveau du temps de calcul. L'usage de notre modèle à l'hôpital pourrait permettre aux médecins de prendre une meilleure décision dans le traitement de la scoliose idiopathique de l'adolescent. Donc là, je vous ai mis la liste des 5 références essentielles que j'ai utilisées dans le cadre de cette étude. Sur ce, je vous remercie encore de m'avoir écouté.